Peut-être que c'est le meilleur film américain de l'année. Peut-être. Encore un film du dernier festival de Cannes. J'y peux rien, hein. Aujourd'hui, on parle de The Mastermind, le dernier film de Kelly Reichardt. Après une série formidable de films, dont son dernier Showing Up, Kelly Reichardt revient avec un heist movie, un film de braquage, avec dans le rôle principal le sensuel, l'extraordinaire, l'acclamé Josh O'Connor. Bon, calmez-vous, hein. Mais qu'est-ce qui a pris Kelly Reichardt de faire un Ocean's 11 ? Ah oui. Vous savez peut-être pas de quoi ça parle. 1970, l'Amérique. J.B. Mooney, interprété par Josh O'Connor, est un charpentier sans emploi, père de famille et fils d'un puissant magistrat plein de certitudes. Dans le musée local, il repère des toiles de Arthur Dove, un artiste suffisamment réputé pour que ses toiles valent cher, mais assez confidentiel pour ne pas être trop protégé. Il va alors échafauder un plan pour voler ses toiles. Mais bon, à votre avis, comment ça va se passer ? Il n'y a pas de plus grand réalisateur que ceux qui pourraient faire des films grandiloquents, mais qui s'y refusent. Et dans une autre vidéo, je pourrais dire le contraire, mais c'est plus souvent vrai que faux. En tout cas, Kelly Reichardt, elle est de cette trempe-là. Vous ne la connaissez peut-être pas, quoique si vous regardez cette chaîne, il y a quand même une chance, mais c'est la reine du cinéma d'auteur américain. Kelly Reichardt rêve de cinéma quand elle est jeune, comme tant d'autres, n'est-ce pas ? Et bien sûr, notamment parce que c'est une femme, elle a galéré à faire financer ses films. Personne ne voulait d'elle, mais elle voulait le cinéma. Alors elle a bricolé des courts et des moyens-métrages fauchés, et forcément ça a forgé son esthétique et son style. Quand on n'a pas les moyens pour faire des films coûteux, on fait des films sur des petits sujets. Le quotidien, la trivialité, c'est ça, le cinéma de Kelly Reichardt. Enfin non, ça ce n'est que le sujet, la racine du film, puisque ça nourrit tout le reste, mais aussi sa surface, si on ne fait que s'y arrêter. Vous savez, je n'aime pas entendre les réalisateurs parler de leurs films. Ça fait tomber dans ce que j'appellerais l'intentionnalisme, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans le film l'intention déclarée du réalisateur. Pour ma part, je serais plutôt partisan de ce qu'on appellerait une école analytique, qui va se reposer uniquement sur ce qu'on voit et sur ce qu'on peut entendre dans un film. Mais là, je vais faire une exception. Kelly Reichardt est une grande réalisatrice et quand elle parle de ses films, elle ouvre des perspectives au lieu de fermer le regard. Alors, comme j'ai eu la chance d'être à une avant-première où elle était présente, j'ai pu filmer sa prise de parole et je vous mettrai quelques extraits au cours de ma vidéo. Kelly Reichardt, c'est le cinéma de l'insignifiance, du quotidien. Alors, avec un tel sujet de Mastermind, un heist movie, on est aux antipodes de ce qui semble être son style. Enfin, ce serait se tromper sur ce qu'est le style de Kelly Reichardt, justement. Alors, c'est quoi le style de Kelly Reichardt et comment ça se retrouve dans ce film ? Vous avez vu ce titre ? Pas mal, hein ? Non, mais c'est parce qu'en fait, The Mastermind, c'est un film de genre, mais en même temps, c'est pas un film de genre. Oui, bon, je vais m'expliquer. Tout ça, ça revient à une question. Qu'est-ce qu'un film de genre ? Bonne question. Kelly Reichardt se joue des genres. Ce qu'on appelle un film de genre, c'est un film qui répond à un certain nombre de codes. Ces codes, elle les connaît parfaitement et elle les détourne. Démonstration. Dans un heist movie, on a un certain nombre de figures imposées. La réunion de l'équipe, la planification du coup, et enfin, le moment lui-même du coup. Selon les variantes, on peut aussi avoir des règlements de compte, un twist final après des rebondissements. I kind of changed the structure of it. And so that I would start with this plan of, you kind of have rules to follow when you're working in a genre. And like the character, he would have this set of goals, of things he's going to do in order to get the paintings. And then as his plan unraveled, he would have to sort of improvise his way, as I would have to once I sort of left the structure of the genre. Mais The Mastermind, il fait fi de ces passages balisés. Fi La réunion de l'équipe, par exemple. Elle intervient un peu d'un coup, comme ça. Et puis si vous avez vu le film, vous savez ce qui se passe avec cette équipe, donc ça va encore un peu plus loin, même. Le moment du casse, enfin du vol, lui,
il crée de la tension, mais c'est pas une espèce de tension dramatique, avec des forts enjeux, comme dans la plupart des heist movies. Non, là, c'est une espèce de tension burlesque, un peu comique. En fait, ce qu'on voit dans un heist movie, c'est surtout la planification de JB. Mais même pas vraiment le plan machiavélique qu'il va faire, ses repérages surtout. La mise en scène se concentre donc sur des regards et des gestes, dans des plans très bressoniens, mais j'y reviendrai dans la dernière partie. Et quand il verbalise son plan, finalement, c'est en quelques mots seulement, ça semble être un plan fait de bouts de ficelle. Et puis il est aussitôt interrompu par sa femme. Quand le vol est fini, il faut cacher le magot. Rendez le bijou de la couronne. Et pour cette scène, Kelly Reichardt, elle décide de poser sa caméra et de laisser le plan s'étirer, alors qu'on voit JB cacher son butin dans un endroit franchement plutôt farcesque, bruitage à l'appui. Et la longueur de ce plan, elle est très importante pour le spectateur, justement pour créer de l'anticipation. Dans cette scène, il se passe quelque chose d'assez amusant et un peu grotesque, mais je vous dis pas quoi. Mais cette scène, c'est la preuve que Kelly Reichardt est une grande réalisatrice. Beaucoup de réalisateurs auraient fait une mise en scène efficace mais peu inspiré en utilisant le procédé en quelque sorte du fusil de Tchekhov. Le principe du fusil de Tchekhov, c'est que si vous mettez un fusil à l'écran, il va falloir qu'il serve à un moment dans le film. Donc généralement, quand vous voyez un élément à l'écran, vous savez qu'il servira plus tard et la plupart du temps, ça gâte le plaisir de la surprise. Là, elle aurait pu faire pareil en faisant des gros plans sur ses mains ou sur ses pieds. Alors c'est pas exactement un fusil de Tchekhov, mais ça aurait été de la mise en scène qui indique que quelque chose va se passer. Mais elle ne le fait pas, elle laisse le plan s'étirer. Comme ça, le spectateur a le temps de réfléchir, de se faire un film dans sa tête avant de le voir vraiment sur l'écran. Ça crée de l'anticipation et quand elle est récompensée, évidemment, c'est un délice. Mais surtout, généralement, le heist movie, c'est un heist movie. Ça a l'air d'une lapalissade, mais ça n'en est plus une quand on rajoute que The Mastermind, en plus d'être un heist movie, est justement un road movie. Enfin, un road movie évidemment semé d'embûches, mais surtout financière. On pourrait dire une espèce de broke movie. Hey. Vous avez vu ce que je viens de faire là, hein? C'est le récit d'une cavale où on ne voit jamais la route, et très peu la police d'ailleurs. C'est une menace, la police, mais une menace distante à travers les médias, notamment la presse. Et grâce à ça, Kelly Reichardt, elle nous compose un film de funambule, une espèce de drame comique un peu burlesque qui puise dans un genre et dans un autre et nous raconte une histoire tout à fait originale. Et ça tient beaucoup à son personnage principal, JB. Alors, que vaut le personnage de Josh O'Connor ? On commence le film, JB, le personnage de Josh O'Connor, traîne dans les salles d'un musée. Un petit garçon, on comprendra après que c'est son fils, raconte à sa mère une devinette d'une manière un peu confuse. Tu rencontres des aliens, tu comprends pas tout à fait leur langage, mais tu sais qu'il y en a l'un d'entre eux qui est un menteur, alors comment tu perds à jour celui qui ment ? Il s'en mêle les pinceaux dans sa devinette, et ben voilà. Tel père, tel fils. JB est lui-même une espèce de menteur qui improvise. Dans la devinette du gamin, les aliens sont désignés par des lettres. L'une d'entre elles est la lettre F. Et le film nous donne un indice, puisque JB lui-même porte un badge avec la lettre F sur le revers de sa veste. JB, c'est quelqu'un dont les projets se percutent au réel. Et le réel, c'est toujours un grain de sable dans une machine pas si bien huilée. The Mastermind, c'est avant tout un titre ironique. Lui-même ne se présente pas comme ça, même s'il est accusé d'en être un. Enfin, c'est loin d'être quelqu'un qui prévoit toutes les éventualités. Et ça lui jouera justement un tour plus d'une fois. En fait, il a l'air d'une espèce de branquignol entouré d'une bande de bras cassés qui passent leur temps à se tirer dans le pied. The Mastermind, c'est en quelque sorte une mise en scène du privilège masculin. The prototype of 70s, is the male who he wants to break away. He can't fit into society. He has to go off and find himself. And I'm always thinking, how privileged you are if you can just drop everything and go off on your motorcycle and find yourself. Someone's picking up the pieces. Les hommes peuvent tout se permettre, prendre tous les risques. C'est évident dans le film. JB, mais aussi tous les autres hommes, passent leur temps à se reposer sur les femmes pour s'en sortir. JB se repose beaucoup sur sa femme, son père lui-même est avachi devant la télévision pendant que sa femme s'occupe de tout. Quand sa femme ne suffit plus à l'aider, JB s'en remet secrètement
à sa mère. Quand il va retrouver un ami dans sa cavale, c'est la femme de celui-ci qui s'occupe de tout pendant que les deux hommes se retrouvent. Et c'est aussi cette femme qui prend des décisions responsables. En bref, les hommes cassent et les femmes réparent. J'avais démoli la mauvaise, quoi. Cette insouciance et cette irresponsabilité des hommes et du personnage principal en particulier, ça apparaît aussi subtilement en filigrane à travers le contexte politique et social de l'époque qui est dépeint dans les médias. 1970, c'est la présidence Nixon aux États-Unis, il y a des mouvements contestataires qui s'opposent à la guerre du Vietnam qui dure depuis déjà 15 ans, et en plus, on est au cœur de la guerre froide. Donc tout ce contexte, on l'entend par exemple à la télévision dans le film, mais on le voit aussi dans la rue. Et on a cette scène hautement significative, JB se fond dans la manifestation, toujours obsédé par sa fuite en avant, mais complètement étranger aux revendications des manifestants. Et ça illustre parfaitement la position de privilège de certains. Même plongé à son corps défendant dans les problèmes de son temps, il reste sourd et aveugle à ses problèmes. À travers JB, c'est toute une critique fine de l'Amérique, mais aussi d'un modèle social qui continue de perdurer depuis les années 1970. Et quelle meilleure manière de le faire qu'en reprenant justement les codes esthétiques des années 1970. Mais avant ça, un petit message de notre sponsor, Bromure. Bromure vous propose chaque semaine des analyses et des critiques cinéma. Alors si vous aimez son contenu, surtout, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de partager et abonnez-vous. La musique, mais quelle musique! Oui, la musique! La bande originale du film est exquise. That's a 10. On est immergé dans les années 70 sur une partition de Rob Mazurek qui rappelle parfois Miles Davis qui était au sommet de son art à cette époque justement. Et ça se mêle parfaitement à l'imaginaire du heist, du braquage. Et c'est un film qui joue de ses influences contre ses références. Quand vous verrez le film, il y a une chance que vous pensiez à plusieurs moments à Pickpocket de Robert Bresson. Notamment au début du film, quand JB vole une petite statuette dans le musée et où il y a vraiment une manière de filmer les gestes qui rappellent Bresson. Alors lors de l'avant-première, Kelly Reichardt a déclaré que ça n'était pas une référence consciente, mais que c'était forcément une influence qu'elle avait eue, parce qu'elle est aussi prof de cinéma et que donc ça fait partie de son catalogue mental. I've been teaching film for like 30 years, so all of these things are in my, you know, and I haven't thought of these exact ones, but it's all in the mix, you know, for sure. For sure. When I see Josh through the lens with the occasion, I'd be like, oh, you know, it would remind me of, you know, more from like the American New Wave, the Hollywood New Wave of 70s film. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que j'appelais tout à l'heure l'intentionnalisme. Parce que si on s'arrête aux intentions du réalisateur, on passe complètement à côté de cet écho, où on s'interdit de voir le film avec ses propres références aussi. Et puisque Kelly Reichardt aime se jouer des genres sans jamais vraiment se livrer complètement à aucun d'entre eux, The Mastermind effleure parfois presque le film de gangster, comme cette seconde fois où JB se rend dans la grange. Si vous avez vu le film, vous comprendrez de quoi je parle. Mais encore une fois, on tombe pas tout à fait dans le genre. L'esthétique des années 70 se retrouve dans l'image aussi, évidemment. Il y a un léger blooming qui donne ce côté rêveur et brillant propre aux années 70, du fait des pellicules de l'époque qui laissaient déborder les hautes lumières sur les autres couleurs. Et pour arriver à cette image, elle a contacté la veuve du chef opérateur de The American Friend de Wim Wenders en 1977. Et là, on voit parfaitement à nouveau la proximité thématique et esthétique entre les deux films. I wrote to Robbie Mueller's, the cinematographer's, Andrea Mueller, his widow, his wife's widow, and asked her if she could dig up any notes on the American Friend, of what lenses they use, what film stocks they use. And she did find some things, some clues. And that was kind of the local, just a place we started. Was with this film, these kind of browns and golds, and then just the whole sort of themes working together. Les influences émaillent le film dans toute sa longueur, jusqu'à la toute fin du film. Je vais pas vous la raconter, évidemment, mais à ce moment-là, on a un personnage qui se dit presque merde au dernier moment, comme le personnage principal de l'un des plus grands films de tous les temps par l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps.
Avec ce plan large sur une scène soudain tranquille, comme si on était en fin de tournage, comme si on remballait tout, qu'on quittait le plateau. Ça a presque un côté métafictionnel. C'est magnifique. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. C'est sans doute le film le plus accessible de Kelly Reichardt et je pense que c'est son meilleur. Il arrive parfaitement à réconcilier cinéma commercial et cinéma d'auteur. Il est fidèle à son style, mais plus ouvert que les autres. C'est un film qui aurait sans doute été un classique à une autre époque. Par exemple, dans les années 70 justement, à une époque où on tolérait qu'un film soit lent et où on ne confondait pas ça avec de l'ennui ou de l'absence d'enjeu. Mais ne vous méprenez pas, c'est tout à fait un film de son temps. Elle a des références, des influences, mais sans faire de copier-coller esthétique ou thématique. Elle reste fidèle à son style esthétique comme à son ton narratif. C'est aussi, il faut le dire, un film de moins de 2 heures qui se tient parfaitement. Il y en a marre des films exagérément longs. Si vous me suivez, vous savez que je suis pas allergique aux films longs. Mais disons qu'il y en a certains qui sont pas vraiment longs, mais plutôt boursouflés. Celui-ci, en 1h50, il se tient parfaitement. Il a dit tout ce qu'il avait à dire et de la meilleure des manières. En ce qui me concerne, je ne fais pas de top et de flop. Enfin bon, j'en ferai peut-être un à la fin de cette année. Mais si j'en faisais un, ce film serait certainement dedans. Et pas à la dernière place. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez-y, vous verrez.